Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 3 Lorraine pour Dimanche en politique. Avec nous aujourd'hui, Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes issu du monde agricole. Quel est le regard, justement, que vous portez sur la crise du monde paysan? Comment voit-il la candidature d'Emmanuel Macron? Quel est le bilan de son mandat? Où en est la proposition de voix sur le devoir de vigilance? Comment, selon lui, rapprocher la classe politique de la jeunesse? Eh bien, pour aborder toutes ces questions que se pose la jeunesse, nous aurons le plaisir d'accueillir Bruno Caloise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en Sciences Po Nancy et vous aimez la politique. Vous poserez justement vos questions librement, des questions que se posent évidemment les jeunes. Merci de venir apporter votre regard. Alors vous, téléspectateurs, vous pouvez évidemment réagir, commenter en direct sur les réseaux sociaux. Le hashtag s'affiche, DEP Lorraine. Dominique Potier, vous êtes issu du monde agricole. Les agriculteurs ont multiplié ces dernières semaines des manifestations. Certains sont venus, par exemple, devant votre permanence. Quelle est votre analyse de la crise et, selon vous, comment doit-on adapter l'agriculture aux défis de demain? Il me semble que la crise agricole telle que nous la vivons aujourd'hui, qui est une crise tragique avec des agriculteurs qui sont au bord de la faillite pour certains, qui sont dans une souffrance morale et sociale extrêmement forte. Je le dis avec émotion parce que j'ai en tête et dans le cœur des situations très concrètes dans le Saintois, dans le Toulois. Cette situation, à mon sens, elle est le fruit non seulement de mauvaises années météo, les 2 dernières années, mais elle est surtout le fruit et la conséquence du libéralisme, de l'ultralibéralisme, à 3 niveaux. Celui d'une politique européenne qui a renoncé à la régulation des marchés, la fin des quotas laitiers. Celle d'une loi de modernisation de l'économie qui, il y a une dizaine d'années, a sacrifié l'agriculture au pouvoir d'achat en donnant les clés des négociations des filières à la grande distribution. Mais elle est aussi le fruit d'un certain courant libéral qui a agi au sein de la profession agricole et qui a fait petit à petit abandonner l'esprit coopératif et notamment les régulations sur le partage du foncier. Alors vous parliez justement des quotas, il n'y a plus de quotas laitiers. Aujourd'hui, ce sont les industriels qui régulent le marché. Ça vous pose question en tant que politique? Je viens de traverser le Saintois, j'étais à un marché à Arouet pour saluer des consommateurs et des agriculteurs qui se donnent un rendez-vous une fois par mois. Et j'ai traversé les paysages du Saintois. Ils sont comme ceux du sud de la Lorraine, marqués par la polyculture élevage, c'est-à-dire cette succession de prairies, de cultures diverses, d'une part de la forêt importante. Tout ce paysage-là, il est notre identité, il est une richesse extraordinaire. Sur le plan de l'écosystème, de la nature, c'est une vraie richesse. Eh bien, je refuse un monde économique qui condamnerait l'élevage et cet équilibre-là au nom du cours d'une monnaie asiatique ou américaine. Je pense qu'il faut que l'agriculture repose sur une capacité à produire d'abord pour ici. 9 litres sur 10 sont produits et consommés sur le continent européen. Nous ne devons pas, au nom du libre-échange, sacrifier l'économie de nos exploitations au nom du libre-échange. Donc justement, il y a 95% des semences qui sont stériles, donc hybrides. 5 multinationales se partagent le marché des graines. Aujourd'hui, comment faire pour inclure donc, dans le cahier des charges la préoccupation donc, semencière? Il faut absolument, vous avez raison de souligner ce point, il faut absolument renoncer à une privatisation du vivant. Il faut absolument garder une capacité pour les paysanneries du monde à accéder au génie génétique, à la semence. En cela, le système français est plutôt équilibré. Il récompense la recherche et le développement avec les certifications. Il faut absolument éviter cette privatisation du vivant parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Ce que j'ai découvert dans mon rapport sur les pesticides, c'est que finalement, il y avait autant de promesses dans la collection des variétés primitives, de la diversité de la génétique du monde telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'il nous faut protéger, que dans les promesses de la mutagénèse ou de la transgénèse. Donc effectivement, cet accès aux semences, cette liberté d'accès aux semences est un combat qui est capital pour notre agriculture, mais pour les agricultures du Sud également. Et alors pour les agriculteurs lorrains, par exemple, les défis de demain, c'est la robotisation. L'avenir, c'est quoi? C'est la ferme des 1000 vaches, par exemple? Alors moi, j'aime beaucoup l'expression de Jérémy De Cercle, le président des jeunes agriculteurs, qui dit « des fermes plutôt que des firmes ». Cette agriculture à taille humaine, je ne dis pas familiale, parce que les fermes sont plutôt associatives. C'est quoi, taille humaine? 1000 vaches, c'est à taille humaine? Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas que c'est une bonne solution. Je pense que c'est contre-productif. Je pense qu'il faut sauver et promouvoir surtout un modèle de polyculture élevage à taille humaine. C'est une agriculture qui est performante, qui est résiliente, qui a une valeur ajoutée économique, une valeur ajoutée de la dignité de la personne, mais également une valeur ajoutée environnementale qui est extraordinaire. C'est ça qu'il nous faut défendre. C'est vraiment la modernité. J'ai demandé un rapport au ministre de l'Agriculture sur cette polyculture élevage. Il y a une dizaine de propositions et je me bats aujourd'hui pour qu'elles soient mises en œuvre sur notre territoire. Mais surtout, je suis le rapporteur d'une loi Sapin 2 avec son volet économique, où j'ai réuni toutes les forces agricoles dans leur diversité, de droite, de gauche, progressiste, plus conservatrice, libérale. Nous avons obtenu un consensus. Et j'ai obtenu ce consensus et ce vote unanime avec le rapporteur au Sénat, Daniel Grémillet. Nous avons réussi, et je suis fier de ce travail parlementaire, avec la société civile et avec le monde politique, y compris l'opposition, pour trouver des accords de régulation des filières, de non-commercialisation des quotas laitiers, qui oblige Lactalis à publier ses comptes, et enfin de négociations qui prennent en compte le coût du travail et la dignité des travailleurs de la terre. Il n'y a pas d'avenir pour l'agriculture sans dignité pour les travailleurs. Un mot peut-être et une question sur le CETA, l'accord de libre-échange signé entre l'Europe et le Canada. Ça vous rassure, ça vous inquiète ? Je suis plutôt dans ceux qui sont inquiets. J'ai organisé à l'Assemblée nationale une conférence de presse avec de nombreux invités qui révélaient les dangers, notamment pour les filières de viande bovine dans notre pays. Je ne trouve pas que ces apports soient très modernes. Finalement, échanger du lait contre du bœuf au-dessus de l'Atlantique, ça ne me paraît pas d'une immense modernité. Je pense qu'il s'agit, comme le TAFTA, finalement d'accords d'ancienne génération. Ils ne prennent pas en compte la lutte contre le dumping social, ils ne prennent pas en compte les exigences de la COP 22, parce que nous sommes dans l'après-Marrakech et accord de Paris désormais. Ils ne prennent pas en compte la modernité des enjeux de l'économie du futur. Et puis, à mon sens, surtout, ces accords transatlantiques, ils ont un énorme défaut. C'est qu'on y passe beaucoup d'énergie et on est un peu désinvolte par rapport au véritable enjeu d'avenir de l'Europe, qui est celui de sa relation avec l'Afrique. L'Afrique, c'est le futur. Les jeunes démocrates, les jeunes entrepreneurs, les réserves, les potentiels énormes de développement de l'Afrique, c'est notre avenir et notre sécurité. Et moi, je plaide, comme le Premier ministre, Manuel Valls, qui, il y a quelques semaines, lors d'un voyage dans 3 pays africains, et notamment au Ghana, a fait une déclaration autour de l'histoire de la lutte contre l'esclavage et qui cherche à promouvoir un Erasmus Europe-Afrique, des liens de coopération et de co-développement. La Méditerranée doit être notre théâtre de coopération. Ça ne doit pas être seulement de l'humanitaire ou du militaire, ça doit être le terrain d'un co-développement. Nous devons inventer l'économie du futur, elle passe par la Méditerranée. Alors oui, à des traités transatlantiques de nouvelle génération, mais d'abord concentrons-nous. L'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Alors, vous parliez justement de Valls. Aujourd'hui, c'est l'heure des primaires, celle de la droite et du centre. Il y a eu celle des écologistes. En janvier, ce sera la primaire de la gauche, les 22 et 29 janvier. Les primaires, selon vous, est-ce que c'est bon ou non pour la démocratie, ou est-ce que ça biaise le scrutin et ça encourage l'abstention, selon vous ? Je n'étais pas fan des primaires a priori. Aujourd'hui, c'est entrer dans les mœurs politiques et il faut en tirer tout le bénéfice. Je voudrais d'abord saluer celle organisée par la droite parce que finalement, la qualité des échanges et puis surtout la participation. J'ai été le dire à Toul au bureau de vote la semaine dernière. J'ai été les saluer parce que 4 millions de participants, pas de contestation, c'est loyal. Et je crois qu'on peut saluer cet exercice démocratique qui traduit d'ailleurs un appétit de vie démocratique et de vie politique. Ça règle la crise de confiance envers les politiques, ça peut y participer. Ça peut y participer. Moi, je souhaite que les meilleurs champions, et à droite et à gauche, soient sélectionnés à travers une primaire. De quoi Macron est-il le signe ? De quoi Emmanuel Macron est-il le signe ? D'un désir de renouveau, je dirais surtout d'un désir d'agilité. Qu'on sorte des carcans anciens et qu'on trouve de l'agilité. Moi, cette agilité, à mon sens, elle n'est possible que si nous avons des cadres et des limites qui donnent une égalité des chances à tout un chacun. Donc, je suis un social-démocrate ouvert sur l'esprit d'entreprise, mais également très attentif à l'esprit de fraternité. Alors, et les deux ne s'opposent pas. Alors Emmanuel Macron, il doit comme participer à la primaire, selon vous ? Alors il doit clarifier sa position. S'il est de gauche et progressiste, il doit participer à cette primaire. Et je suis complètement dans la ligne de Claude Barthelone, qui hier a déclaré que tous ceux qui avaient des idées, un projet et qui veulent incarner la gauche face aux champions de la droite devaient se déclarer et concourir dans cette primaire. Vous étiez plutôt pro-loi Macron, car elle va renforcer donc une croissance d'un nouveau type. Vous pensez vraiment qu'avec Macron, on aura droit à une croissance d'un nouveau type ? Je ne suis vraiment, j'étais pas fan de la loi Macron. Je l'ai combattue sur deux plans. Oui, je l'ai voté parce que la règle
d'un groupe majoritaire, c'est une règle de discipline. Et on peut s'exprimer, on peut amender. Je l'ai fait abondamment. J'ai d'ailleurs influé pour modérer certains volets de la loi Macron. Mais in fine, on n'a pas voté puisqu'il y a eu un 49.3, vous le savez bien. Mais en honnêteté, je peux dire que je m'étais raisonné et j'étais prêt à la voter. Mais je l'ai combattu sur plusieurs points. J'étais hier à une réunion importante sur l'avenir d'une ligne ferroviaire entre Nancy et Vittel qui passe par le Saintois, par Neuf-Maisons, Pont-Saint-Vincent, Mirecourt, etc. Eh bien, cette ligne ferroviaire, elle serait condamnée alors qu'elle est le modèle des modes de développement pour les étudiants, pour le tourisme, pour l'égalité entre les métropoles et les territoires ruraux, au nom d'une économie à court terme. Jamais les bus ne remplaceront ce type de ligne ferroviaire. Donc il faut penser les infrastructures de transport dans des modèles écologiques et sociaux modernes. Et je pense que remplacer par exemple la solution du transport ferroviaire par du bus, c'est un leurre, c'est du court-termisme, c'est une réponse marché. Mais je pense que l'État et la puissance publique doivent avoir des réponses plus intelligentes. J'ai combattu également sur le travail du dimanche. Parce qu'une société qui ne sait plus s'arrêter, c'est une société qui ne sait pas où elle va. Et je ne vois aucun intérêt, à part les zones touristiques internationales, à multiplier les ouvertures. Le porte-monnaie ne gonfle pas avec les ouvertures des magasins. Et je pense qu'il est indécent. Et c'est un appauvrissement d'une civilisation, d'une société qui ne sait plus s'arrêter pour jouer, qui ne sait plus s'arrêter pour réfléchir, pour contempler, pour respirer. Et cette société, elle est malade. Alors moi, ça me choque profondément qu'un 11 novembre, mais également un jour de Toussaint, les parkings soient pleins. Je pense que c'est un appauvrissement de notre société. Au moment où elle doit retrouver une inspiration, retrouver du sens, j'ai combattu cette loi Macron sur le travail du dimanche. Alors on parlait de Macron. Quel est le meilleur candidat selon vous à gauche pour 2017 ? Quel est le mieux placé ? Le meilleur candidat, alors je le dis, Manuel Valls, François Hollande, et je le dis, tous les candidats, bien sûr, ceux qui sont déjà déclarés, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, et les autres, et je le dis à Jean-Luc Mélenchon et je le dis à Emmanuel Macron, doivent concourir ensemble. C'est ce qu'il y a de plus loyal, de plus ouvert, et qui concourra in fine à opposer aux champions de la droite le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, je vais simplement en dresser le portrait, si vous voulez bien, aujourd'hui. Le temps viendra de se prononcer. Il doit aujourd'hui incarner d'abord la solidité républicaine, l'incarnation de la puissance publique, de l'autorité. Et à partir de cette autorité, de cette souche républicaine, nous devons faire pousser comme des surgeons humanistes autour du co-développement autour de la Méditerranée, autour du lien entre les générations. Le vieillissement de la population est un enjeu de civilisation de notre société qui est énorme, qui engage toute notre solidarité. Eh bien, sur ces sujets-là, nous avons besoin d'un récit des liens entre les générations qui ne pourront passer ni par le marché, ni seulement par l'État. Il nous faudra de la fraternité. Et puis, il y a la transition écologique qui est capitale. Et sur ce sujet-là également, notre candidat devra permettre d'avoir une plateforme républicaine qui engage une transition écologique authentique. Justement, comment mettre en place une politique publique qui pourrait associer donc les territoires urbains, les territoires périurbains et les territoires ruraux pour enfin mettre en place un développement durable sur lequel on pourrait s'appuyer ? Trop longtemps, on a eu une politique des lieux, des politiques pour la ville, des politiques pour le milieu rural. Il faut passer à une politique des liens. Je pense qu'une des clés de l'avenir, dans le Sud, pour les questions alimentaires, mais également ici, pour les questions d'énergie, pour les questions de citoyenneté, pour pas qu'il y ait des territoires relégués, des territoires périphériques avec moins de services publics, un sentiment d'abandon, il faut absolument, autour d'une politique foncière ambitieuse, une politique de transport innovante. J'évoquais le rôle du ferroviaire dans le lien à la métropole. Il nous faut absolument, sur les politiques de l'air, de l'eau, bâtir des coopérations entre les métropoles, celles de Nancy, et ces arrière-pays qui ne sont pas des périphéries, mais qui sont des centres de production de richesse. Je milite et j'ai créé un lieu pour faire naître un projet alimentaire territorial. Nous n'avons pas vocation dans ce territoire, ici, dans le sud de la Lorraine, à manger du lapin qui vient de Chine lorsque nous sommes hospitalisés au CHU. Nous n'avons pas vocation à consommer des nourritures qui ne soient pas adaptées à la santé publique. Nous avons vocation à retrouver des circuits d'alimentation qui assurent l'égal accès à la santé pour tout un chacun et qui donnent de la valeur ajoutée à nos agricultures. Alors tout à l'heure, on parlait des présidentielles. Est-ce que Hollande, par exemple, doit se soumettre à la primaire ? Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il l'a dit, c'est pas un mystère. La seule question qui vaille, c'est celle que est-ce que sa candidature empêche celle d'autres candidats comme celle du Premier ministre ? Je pense, comme Claude Barthelone, que non. Avec la candidature de Macron, de Mélenchon, enfin la gauche a peu de chances de se retrouver au deuxième tour ?
Alors, il faut qu'elle soit au deuxième tour. Si nous voulons le véritable ennemi de notre République et de notre démocratie, c'est la montée des extrêmes, c'est la montée de l'extrême droite. Et il y a un danger qui est particulièrement sensible dans notre région, dans les Hauts-de-France, dans une partie du sud de la France. Dans ces régions, notamment, nous avons vu les alertes importantes aux élections régionales, notamment. C'est la dernière alerte que nous avons eue, c'était en décembre de l'an dernier. Vous vous rendez compte que si on n'est pas capable d'avoir les meilleurs d'entre nous, c'est une réflexion que je me suis faite après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que les démocrates s'étaient donné les moyens de sélectionner la meilleure ou le meilleur d'entre eux? Nous avons l'extrême obligation, dans ces périodes de crise en Occident, où l'extrême droite, où des courants dangereux pour la démocratie, pour nos valeurs humanistes, sont susceptibles de l'emporter, de sélectionner les meilleurs d'entre nous, à droite et à gauche, et d'avoir un débat républicain de haute volée, un débat d'espérance, des projets de société, un récit pour le pays. Et il faut qu'on tranche, et il faut que, en cela, nous amenuisons cette force qui est mortelle pour nos démocraties. Il n'y a pas une cérémonie militaire, il n'y a pas une cérémonie patriotique où je ne répète que l'extrême droite, on l'a déjà essayé. C'était il y a 80 ans. On voit où ça nous a menés. C'était la nuit et l'horreur de l'Europe. Et nous devons aujourd'hui, entre Poutine et Trump, réveiller l'esprit d'un Chopin, d'un Adenauer, de De Gasperi, de ceux qui ont fondé l'Europe. Nous sommes les héritiers de cet humanisme occidental et nous devons le promouvoir sur des voies nouvelles. Après les présidentielles, ce sera le tour des législatives. Vous serez candidat en juin 2017. Votre crainte, c'est de vous retrouver dans une triangulaire face au FN, par exemple? Je ne fais pas de calcul à ce stade. Je sais qu'il y a... Enfin, dans vos territoires aussi, hein, le FN est... Mais bien sûr, il a été exprimé de façon très puissante sur cette circonscription. Moi, je souhaite d'abord dialoguer, échanger, débattre avec un candidat de droite qui sera probablement dans la lignée du champion qui va être désigné ce soir. Et sur beaucoup de points, sur les questions économiques, sur les questions sociales et sur les solutions environnementales, j'entends débattre avec lui d'un projet pour la France différent du sien. Et je pense que la qualité de ce débat est de nature à écarter une partie du danger. L'accueil des migrants, par exemple, sur votre territoire, ça pourrait vous coûter cher? Écoutez, quoi qu'il en coûte, je l'assume. Parce que la demande... Comment ça se passe aujourd'hui, par exemple? Écoutez, ça se passe bien. Je crois que ça peut désespérer certains militants du Front National et une partie de la droite qui en a fait un petit peu son fonds de commerce de cette peur des migrants. Mais je peux vous dire que... Ça a été difficile, par exemple, de convaincre les élus sur place? Alors, on a eu l'expérience de Tontonville. Tontonville a accueilli une poignée, entre 10 et 20 migrants il y a maintenant un an. On a agité toutes les peurs. Finalement, j'ai assisté, on a beaucoup travaillé, alors les paroisses, les associations, la commune, tout le monde y a mis du sien, ça s'est très bien passé. La leçon en a été tirée pour l'accueil à Neuf-Maisons et à Sion. Le président de la communauté de communes de Moselle et Madon, de Neuf-Maisons, a réuni tous les maires, de droite et de gauche. Unanimement, ils se sont engagés. Je participe avec ma suppléante à tous les comités de pilotage, ça devient un non-sujet. La demande d'asile, le droit à la demande d'asile doit être compatible avec le droit à la tranquillité des populations d'accueil. C'est ce que nous démontrons sur le terrain. Vous êtes pour l'ouverture du service civique aux jeunes demandeurs d'asile, justement? Bon, c'est la première fois qu'on me pose cette question, il faut y réfléchir. Ça ne me paraît pas forcément cohérent qu'ils participent durant leur séjour en France à des activités à caractère civique. C'est déjà le cas. Je peux vous dire qu'à Neuf-Maisons, notamment, ils ont participé à plusieurs opérations citoyennes de bénévolat. C'est une bonne chose. Mais ils sont d'abord là pour clarifier leur statut. Est-ce qu'ils vont bénéficier du droit d'asile ou est-ce qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays? C'est ce discernement. Quand on connaît les délais vraiment longs entre le moment où ils arrivent en France et le moment où ils peuvent avoir donc le droit de rester, qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là? Pourquoi on ne les intègre pas à la société, justement, en leur proposant un service civique de 6 mois, d'1 an, pour ensuite s'intégrer à la société française? Il peut y avoir des questions de droit, il peut y avoir une question de nombre d'offres de services civiques, parce qu'il n'y en a pas forcément assez par rapport aux demandeurs actuels. En Meurthe-et-Moselle, c'est le deuxième département où il y a le plus de jeunes. Ce que je retiens de votre proposition, c'est qu'il faut tout faire pour que ces jeunes-là aient une image de la France, parce qu'ils ont vocation, pour beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, à repartir dans leur pays, et bien que nous ayons montré le meilleur de notre République
République, l'image de la fraternité, et qu'on multiplie les occasions de façon raisonnable de travailler avec d'autres sur des terrains sportifs, sur des terrains de bénévolat. Et c'est ce qui s'est passé à Tontrouville, c'est ce qui se passe à Neuf-Maisons. On est à Sion avec des mineurs, c'est une problématique un petit peu différente, avec un fort désir de retour en Angleterre. Mais sur ce sujet-là, il faut le dédiaboliser, il faut le vivre avec sérénité. La France doit prendre sa part de l'accueil de ceux qui sont réfugiés et victimes de discrimination au nom de leur religion et de leurs options politiques. Pour le reste, elle a une politique migratoire qui est clairement définie. On favorise plutôt la naturalisation. Bruno parlait du service civique. Vous êtes pour qu'il soit obligatoire pour tous, hein. Alors, j'ai porté un amendement... C'était un moment un peu épique. Une trentaine de parlementaires m'avaient suivi sur une proposition de service civique obligatoire. Mais comment on le finance ? Une bonne partie de l'opposition m'avait suivi également. Alors, c'était une expérimentation. Il s'agit d'expérimenter sur un département, une région, ce service civique obligatoire avant de le modéliser à l'échelle nationale. J'en suis partisan. Je pense que ça fait partie des droits et des devoirs. Un jeune qui, aujourd'hui, a bénéficié d'un système sanitaire et social, d'un système éducatif, il a une dette envers la République, comme tout citoyen, qu'il règle par l'impôt, par l'engagement civique. Et il me paraît important dans la construction de l'identité d'un citoyen qu'il y ait un temps donné. J'avais proposé 3 mois de classe républicaine à 18 ans qui permettent aux jeunes de tous les milieux, parce que le civisme, l'ouverture au monde et l'engagement pour les autres, ce n'est pas le privilège des classes aisées. Ça doit vraiment être quelque chose qui doit être donné à tous les jeunes. C'est une chance pour tous. J'ai proposé 3 mois de classe républicaine et puis 6 mois jusqu'à l'âge de 25 ans qu'on pouvait donner par tranche de 3 mois à l'étranger, ici, dans un hôpital, auprès des sapeurs-pompiers, etc. Un mot sur la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, puisque vous en êtes l'auteur, hein. C'est un texte qui est porté également par des ONG. Où ça en est aujourd'hui ? Parce que le texte a beaucoup été amendé. Au final, qu'est-ce qui reste vraiment de ce texte ? Il reste l'essentiel. C'est qu'aujourd'hui, il y a un voile juridique entre les maisons mères. Ça prévoit, on est d'accord, hein, que les entreprises de plus de 5000 salariés doivent mettre en place des mesures pour éviter l'esclavage moderne, hein. L'esclavage moderne, c'est des gamins qui, au bout du monde, fabriquent vos vêtements, fabriquent votre portable, et pourquoi pas, ça arrive aussi des plats agroalimentaires. Donc il s'agit d'une loi contre l'esclavage moderne, mais est-ce que ça va vraiment aboutir ? C'est ça que je veux savoir. C'est une obligation de vigilance pour les maisons mères de vérifier que dans leur chaîne de fabrication, au bout du monde, au 10e sous-traitant, à la 5e filiale, on respecte ce qu'on appelle les principes de Ruggie, c'est les principes minimums. Il y a une dignité humaine. Un travailleur aujourd'hui, qui soit au Bangladesh, en Éthiopie, qui soit dans n'importe quelle région du monde, il doit avoir de quoi nourrir sa famille avec le nombre de calories nécessaires. Et ces gamins, leur vocation, c'est d'aller à l'école. C'est pas d'être des esclaves modernes. On l'a bien compris, mais est-ce que cette loi, concrètement, est-ce qu'elle va aboutir ? Est-ce que le décret va être promulgué ? Elle s'est améliorée dans ces dernières semaines. J'ai travaillé encore ce week-end. J'ai travaillé lundi et mardi, puisque j'ai un droit de dépôt d'amendement jusque mardi 14h exactement. Et à 16h30, elle sera examinée dans sa forme définitive. Nous travaillons intensément avec le Comité catholique contre la faim et le développement, avec Sherpa, avec Amnesty International, avec Peuple solidaire, avec la CFDT et les autres syndicats. Nous travaillons intensément avec les cabinets de Jean-Jacques Urvoas et les cabinets de Michel Sapin. Et enfin, grâce à l'impulsion du Premier ministre et du Président de la République, cette loi sera une loi qui va s'inscrire dans l'histoire, comme la loi sur les accidents du travail, comme les lois sur l'abolition de l'esclavage portées par l'abbé Grégoire. Elles apportent un changement dans le système ultralibéral. Désormais, on ne pourra pas être irresponsable de notre commande et on va réformer une des formes de l'ultralibéralisme qui casse de l'emploi ici et qui méprise la dignité au bout du monde. Alors bien sûr, il faudra qu'elle devienne européenne, il faudra qu'elle s'intensifie. Mais je vous assure que comme la loi sur les paradis fiscaux, que j'ai eu l'honneur de porter pour le groupe socialiste, comme la limite sur la spéculation sur les biens agroalimentaires, ce seront la lutte contre le travail détaché, ou encore la lutte contre les fonds vautours que j'ai porté dans la loi Sapin 2, ça restera comme une marque de ce quinquennat. Nous devons bâtir une mondialisation plus humaine, plus régulée. Nous devons poser des limites. Il nous reste que très peu de temps d'émission. Vous êtes catholique, vous êtes de gauche. Dites-moi concrètement, en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup des crèches dans les lieux publics. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? On doit garder des crèches dans les lieux publics ou pas ? Le voile, par exemple, à l'université aussi, il en a beaucoup été question. Quel est votre point de vue ? Il faut d'abord vivre, me semble-t-il, la laïcité comme l'école de la fraternité, comme la capacité, quelles que soient nos convictions, ou notre absence de convictions religieuses, comme la chance de vivre ensemble avec comme socle commun la République. Pour autant, la République doit être elle-même porteuse de sens,
porteuse de valeurs, elle doit être inspirante. Nous devons rechercher une vérité commune. Alors moi, je militerai toujours pour que jamais aucune religion n'ait un pouvoir sur l'espace public de la République. Mais je m'inquiéterais d'un pays qui méprise ces sources philosophiques, ces sources spirituelles venues des grandes traditions, celles de l'islam, celles du judaïsme, celles du christianisme, parce qu'elles doivent concourir à rechercher des solutions pour l'humanité aujourd'hui. Quelle place pour une politique chrétienne dans une société massivement sécularisée ? Alors, il ne s'agit pas d'avoir une politique chrétienne. D'ailleurs, moi-même, je ne prétends pas, je ne dis pas publiquement que je suis catholique, hein, je ne le cache pas, mais je ne l'affiche pas non plus. Par contre, je suis un des élus qui aujourd'hui, à gauche, et vous la mettrez moins commun qu'à droite, pense que le christianisme social est une source d'inspiration qui a inspiré les fondateurs de l'Europe, le mouvement coopératif, la dignité de la personne, l'universalité des valeurs de la République. Quand on vous dit par exemple que les catholiques votent à droite et que le vote FN augmente de façon très importante parmi les catholiques, ça suscite quelle réaction Sur droite et gauche, je vais être dans le respect, c'est ma ligne générale, du respect du camp républicain, pour ceux qui sont attachés, en tout cas à droite. Là aussi, vote à droite et ils sont de plus en plus à voter Front National. D'abord, c'est pas tous les catholiques ne sont pas de droite. J'allais dire Dieu merci, si vous permettez, prenez-le comme une boutade. Et puis simplement dire qu'il y a d'autres courants au sein de l'Église qui inspirent d'autres voies. Je fais partie de cela. Mais je voudrais vraiment insister. Vous aviez parlé de la crèche et du voile. Moi, je suis étonné d'une société qui est omnibulée, envahie par le monde marchand, par des messages qui disent en permanence soit le plus beau, le plus fort, le plus riche. C'est la publicité, c'est le monde marchand. Et puis tout à coup, on serait offusqué parce qu'il y aurait des signes de grandes traditions qui ont parti fonder la République. Je crois qu'il faut retrouver là-dessus de la foi et de la raison. Il faut trouver un nouvel équilibre. Je milite en ce sens. Merci beaucoup, Dominique Potier. Merci aussi à Bruno Caloise, étudiant à Sciences Po. Voilà, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Céline Tognazzi, avant de retrouver évidemment Dimanche en politique. Excellente journée sur la 3.